Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, bienvenue dans le premier tuto 9e âge. Ça faisait bien 4-5 ans que je n'avais pas fait de tuto, que j'avais commencé avec Warhammer V8. Et j'ai jamais pris le temps de refaire les tutos pour 9e âge, mais maintenant qu'on a une version de règles établie, fixe et qui ne bougera pas pendant plusieurs années, donc il fallait que je me motive pour refaire ces tutos pour donc apprendre à jouer. Donc si vous êtes déjà ancien dans ce jeu, vous n'apprendrez rien sur ces vidéos. Je ne suis pas non plus un expert en termes de jeu. Et puis donc voilà, ça s'adresse surtout aux débutants. Donc pour commencer, on va regarder les principes, les grandes lignes du jeu. Et puis on va voir petit à petit les règles, les phases de jeu et tout ce qui s'ensuit. Donc on commence gentiment avec donc les bases qu'il faut avoir donc pour apprendre à jouer. Donc bien sûr il vous faudra une table de jeu, donc le modèle standard de 9e âge, c'est 4500 points sur une table de 180 par 120 cm. Donc autant vous dire qu'il vous faudra quand même pas mal de place. C'est un jeu qui demande du temps, une moyenne de temps pour faire une partie en format standard, donc 4500 points, c'est environ 3 heures de jeu. Et ça peut durer plus ou moins longtemps, ça dépend, moins longtemps si on se fait rouler dessus effectivement, et plus longtemps si on a beaucoup d'unités, le format, si on est débutant et qu'on cherche les règles, évidemment ça prendra un peu plus de temps. Dans un second temps, donc il vous faudra des décors comme vous pouvez voir sur la table. Donc ça c'est des décors 3D, donc il faut quand même avoir quand même pas mal de budget. Mais vous pouvez imprimer aussi, comme vous pouvez voir sur le fond. Donc si vous imprimez des décors en 2D, c'est quand même plus pratique à jouer, c'est moins esthétique certes, mais ça demande quand même beaucoup moins de budget. Il vous faudra un tapis de jeu, mais si vous êtes débutant sur une table, si vous avez les dimensions, vous pourrez jouer sur la table directement, avoir un tapis. Donc ça, c'était les anciens de Games Workshop qui ne sont plus en vente. Maintenant, vous pouvez avoir des tapis en format... des tapis de souris imprimés, on va dire, avec des décors, mais ce qui demande quand même un budget. Donc ils sont très sympas. Sauf que c'est environ 80 euros. Voilà, donc bien sûr, si c'est un jeu de figurines, il vous faudra des figurines. Donc là, j'en ai positionné quelques-unes sur la table. Ça demande du temps, beaucoup de temps. Ça demande aussi de l'argent. C'est un hobby quand même qui est assez onéreux. Donc bon, si on débute, on ne peut pas commencer à avoir avec une armée entière, à moins d'avoir quand même quelques 2 euros là-dessus, et en plus après il faudra donc les monter, les peindre. Ça demande vraiment beaucoup de temps, surtout si on est assez minutieux ou qu'on demande de la technique. Voilà. Et donc après on peut perfectionner le jeu en ayant donc des plateaux de mouvement comme vous pouvez voir au centre de la caméra. Donc ça c'est pour gagner du temps quand on a des gros régiments d'infanterie. Donc là j'en ai pas sorti, j'en ai sorti que 10 en rose que vous pouvez voir. C'est quand même plus pratique d'en pousser 10 d'un coup que un par un et les aligner. On gagne du temps sur le jeu. Vous aurez aussi besoin à côté de la maison, vous pouvez voir un mètre. Donc c'est un mètre, il vaut mieux l'avoir en pouces puisque le jeu se base sur le pouce ou le pas. Donc c'est mieux que de l'avoir en centimètres et c'est plus précis. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une flopée de dés. Donc vous pouvez trouver des boîtes de 36, c'est quand même plus pratique. C'est environ 8 euros, on va dire. La boîte de dés, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cher. Et enfin, vous allez avoir besoin des cartes. Donc, vous pouvez voir en rouge, ce sont les flux de magie. Donc ça va être pour l'une des phases de jeu où les magiciens pourront balancer des sorts dans la tronche de vos ennemis. Et ensuite, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces tas de cartes. Moi, j'ai donc les cartes rouges et 2 decks au cas où mon adversaire ait oublié ses flux de magie.
Et ensuite, j'ai imprimé tous les sorts de tous les domaines de magie, puisque j'ai plusieurs armées, et donc j'ai accès potentiellement à tous les domaines de magie. Mais si vous avez qu'une seule armée, autant imprimer un seul deck de flux, ainsi que les domaines qui vous sont accessibles, ça sera quand même moins onéreux. Voilà, donc ça c'est vraiment les bases, et ensuite donc c'est un jeu en tour de rôle qui se joue sur 6 tours. Donc 6 tours chacun, vous aurez 6 tours et votre adversaire aura 6 tours. Et ensuite sur ces tours, il y a des phases de jeu que vous allez suivre dans un ordre précis. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc aussi j'ai oublié de parler qu'il vous faudra avoir donc le livre de règles sous la main. Donc moi je l'ai en version imprimée, puisque donc un des membres du 9e âge proposait donc des services à imprimer le livre de règles. Donc c'est Tarpé le Grand sur le forum du 9e âge. Donc voilà, je sais qu'actuellement il lui reste 10 exemplaires à vendre. Donc il vend donc les livres de règles ainsi que ce qu'on appelle le recueil arcanique, qui est donc tout ce qui est axé sur les sorts, donc pour la phase de magie et les objets magiques. Donc le jeu se compose en 6 tours, comme je l'ai dit. Il y a le joueur actif et le joueur réactif. Donc le joueur actif, c'est celui qui est en train de jouer son tour de joueur. Et le joueur réactif, donc c'est celui qui n'est pas en train de jouer. Il peut y avoir des effets simultanés dans le jeu, donc il faut savoir que la priorité ira à celui qui est le joueur actif. Donc c'est lui qui choisira l'ordre des effets qui seront résolus. Ensuite, donc on va parler des dés. Donc voilà, j'en ai sorti quelques-uns. Donc un dé à 6 faces sera appelé D6. Donc il y aura les 6 faces qui seront, on va dire, actives. Donc c'est le 1 donnera un 1, le 2 un 2, un 3 un 3, un 4 un 4, un 5 donnera un 5 et un 6 donnera un 6. Donc ça paraît logique. Il y a ensuite le D3. Donc c'est pareil, c'est un dé à 6 faces, sauf que contrairement au D6, plutôt que d'avoir toutes les faces qui donnent leurs propres chiffres, le D3 n'aura que 3 résultats possibles. Donc le 1 et le 2 donnera un 1, le 3 et le 4 donnera un 2, et le 5 et le 6 donneront un 3. Voilà pourquoi on fait la différence entre le D3 et le D6. Ça paraissait logique pour le D6, mais ça c'est pas instinctif pour le D3. Ensuite, il y aura la notion de lancer un D6, 2D6, 3D6 ou 1D3, 2D3, 3D3. Donc, un D6, on le jette un dé et chacune des phases comptera. Donc, un D6, j'ai fait un 5, voilà. Et si je jette un D3, je refais un 5, ce qui donne un 3 pour le D3. On peut avoir aussi la notion de jeter 2D6. Donc, en fait, on prend 2 dés qui auront les 6 faces qui seront comptabilisées. Voilà, je fais 5 et 2, 7. Et pour le D3, eh ben on jette 2 D3, donc 2 dés. J'ai fait 4 et 6, ce qui donne un 2, un 3, j'ai fait 5. Ensuite, il y a la notion de 1 D6 plus 1 ou 2 D6 plus 1. Voilà, donc 1 D6 plus 1, c'est je fais un résultat de 6 plus 1, 7. Je fais 2 D6 plus 1, je fais 4 et 2, 6 plus 1, 7. Voilà, ensuite il y a la notion de G maximisé et de G minimisé. Donc le G maximisé, donc on peut jeter, donc, quand on fait un test appelé test de discipline, on reviendra dessus un petit peu plus tard, vous allez comprendre. Des fois on demande de faire un G de discipline maximisé. Donc le G maximisé, c'est le test de discipline se teste avec 2D6. Quand il est maximisé, on prend un dé en plus et on garde les valeurs les plus hautes. Donc à la base 2D6, j'aurais pu faire soit 12, soit 9. Comme il est maximisé, en fait on prend les deux plus hauts. Donc on enlève le 3 et là j'ai fait un test de discipline à 12.
A contrario, on peut avoir un jet de discipline minimisé, donc c'est pareil, le jet de discipline se fait toujours avec les 2 dés. J'en prends un troisième pour le jet minimisé, sauf que cette fois, plutôt que de garder les 2 plus hauts, je garde les 2 plus bas. Donc là, j'ai fait un double 4, j'enlève un 4 et j'ai fait un jet à 5. Et nous avons dans un dernier temps donc le dé de direction aléatoire. Donc c'est un dé qui représente des flèches. Des fois, nous avons des figurines qui peuvent se barrer dans tous les sens. C'est pas nous qui désignons en fait le sens où elle va passer. Donc des fois on dit que la figurine va se déplacer de 2d6 dans une direction aléatoire. Donc on jette 2 dés. Voilà. Et donc elle va se barrer dans ce sens de 8 pouces. Si nous n'avons pas de dés de dispersion comme ça, on utilise un dé de dispersion donc qui sera représenté par un d6. Voilà, donc c'est le cas que je ne voulais pas avoir. Donc on nous dit dans le livre de règles que si ça donne un 6 ou un 1, eh ben, il faut regarder dans quelle direction pointe le point du 5. Donc le 5 se retrouve en face du 2, donc on sait que la figurine partira dans ce sens-là. Et si voilà, ça donne un 5, donc il faut regarder où pointe le 1. Le 1 est à l'opposé du 6, là je vois le 6 qui est de ce côté, donc le 1 se trouve de cette face-là, donc la figurine partira dans ce sens-là. Donc le jeu de 9e âge, donc on représente une des multiples espèces d'armées, donc nous pouvons aller du simple humain en passant par l'elfe, l'orc et gobelin, du démon, du mort-vivant, enfin voilà, il y a énormément d'armées, il y en a plus d'une dizaine. Voilà, donc je vous en ai représenté quelques-unes. Là, vous avez donc des elfes, ici, là, il y a des démons, là, il y a un autre elfe, il peut y avoir des ogres, il peut y avoir des nains, enfin voilà, il y a énormément de styles de jeu différents, donc chaque armée a sa spécialité, et donc elles sont montées en régiment quand vous créez votre armée, donc ça peut être du simple monstre, comme vous pouvez voir ici, qui est extrêmement grand comparé à la hauteur d'un elfe. Il peut y avoir des machines de guerre donc sur socle rond, donc là vous avez une baliste elfique et vous avez des régiments, donc là c'est juste un régiment de 10. Ça peut monter beaucoup plus haut, hein. On peut monter jusqu'à, il me semble, 50 figurines, donc ça commence à faire du gros pavé. Et vous avez de la formation comme ça, dite tirailleurs, donc c'est des unités qui sont légèrement décalées d'un pouce, comme vous pouvez voir, là tous les socles sont collés. Et ici, elles ont une formation un peu plus spécifique. Pour ces unités, donc, on a ce qu'on appelle différents arcs de vue au niveau des unités. Donc nous avons l'arc latéral, le frontal, c'est ce que l'unité voit en face d'elle. Nous avons l'arc latéral, donc à gauche et à droite, et nous avons l'arc arrière. Un des éléments de jeu qu'on peut avoir, ce sont les gabarits de ligne de vue, donc ce sont des angles que nous posons, voilà, et qu'on vient poser sur les unités de façon à voir si nous avons une ligne de vue ou si elle se trouve dans l'arc frontal, latéral ou arrière. Donc là, vous voyez que vous avez la ligne de vue frontale, donc, qui se passera ici, et tout ce qui se passera devant jusqu'à arriver, pareil, de l'autre côté. Nous avons l'arc, donc là on va dire que ici, le personnage en bleu, on va reculer les unités, voilà. Donc mon personnage se trouve dans l'arc frontal de cette unité ici. Ici, nous avons mon monstre qui se trouve dans l'arc latéral, car vous voyez, on va prendre le pointeur laser par rapport à l'arc frontal. Vous voyez, mon monstre ne se trouve pas dans l'arc frontal. Ici, il se trouve dans l'arc latéral, puisque l'arc latéral, en fait, commence de là et prendra ici jusque là. Voilà, là c'est l'arc latéral de mon unité. La baliste, quant à elle, se trouve dans l'arc arrière, car vous voyez donc mon arc arrière se trouve de là et il prend toute cette zone ici jusqu'à arriver ici.
Donc ça, ce sont les lignes de vue. Et nous avons donc aussi ce que l'on appelle le champ de vision pour les unités à socle rond. Donc c'est pareil ici. Hop, si je mets une unité là, donc les veilleurs gris ont une ligne de vision ici. Donc voilà. Là, donc mon unité voit l'arc latéral de la machine de guerre puisque la majorité de son socle est cachée. On en voit quand même un petit bout comme vous pouvez voir ici, là. Et donc si mon unité veut la contacter, elle se fera par ici. Donc les arcs de vision, comme on l'a vu, l'arc frontal, latéral et arrière, nous permet de régir différentes règles. À proprement parler, hop, on va remettre mon personnage ici. Dans le cas où donc, cette unité de démon voudrait attaquer cette unité, il faudrait qu'elle soit dans l'arc frontal. Donc ici, nous avons vu qu'elle était bien dans l'arc frontal puisqu'elle se trouve ici et là. Donc elle se trouve bien dans son champ de vision. Si elle veut lui tirer dessus, lui lancer des sorts ou même charger, elle pourrait le faire puisqu'on va dire qu'elle a une ligne de vue dessus. Par contre, ici, hop, on va changer sa disposition. Même si elle peut paraître tout près, il faut s'imaginer qu'en fait le champ de bataille, c'est pas forcément parce qu'elle est à côté que les figurines auraient juste à tourner la tête pour qu'elles puissent le voir. Donc là, vous pouvez voir qu'elle ne se trouve pas dans l'arc frontal. Donc si elle voudrait la charger, lui tirer dessus ou lui lancer des sorts, elle ne pourrait pas puisqu'elle ne le voit pas. On dit qu'elle n'est pas dans l'arc frontal. Nous allons commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Donc ce sont les caractéristiques et les profils donc, des différentes unités. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, donc, nous avons un personnage, puisqu'elle est représentée par un petit crâne qui a le keyword personnage. Donc c'est un grand Khan, puisque là je suis sur la liste des ogres Khan, donc l'armée des ogres Khan. Et donc c'est, on va dire, une figurine seule. Nous avons la taille, et nous reviendrons plus tard là-dessus, et en fait la représentation. Donc il faudra que cette figurine soit sur un socle de 40 par 40 mm, puisque nous n'avons pas un 9e âge des figurines officielles. Donc vous pourrez prendre n'importe quelle gamme de figurines que vous voulez. Si vous les trouvez sympas, vous n'êtes pas cantonné à un seul fournisseur de figurines. Vous pouvez prendre différentes marques. Donc la seule restriction, c'est qu'elle soit sur un socle de 40 mm et qu'elle ait à peu près la gueule d'un ogre. Cela va de soi, vous n'allez pas mettre un petit gobelin sur un socle de 40 par 40, ça ne sera pas très crédible. Donc on voit que c'est une figurine seule. Étant donné que c'est un personnage, il est très rare que, voire à ma connaissance, il n'y a pas de figurine qui compose 2 figurines pour une seule entrée. Hormis on va dire des personnages sur monstres, mais ça c'est encore autre chose. Donc dans la catégorie globale, nous avons donc le MS, MF et 10. Donc MS, c'est le mouvement simple, donc c'est la distance maximale que la figurine peut parcourir lors d'un mouvement simple, donc c'est MS et mouvement simple, pendant un tour de jeu en pouces. Donc voilà, elle peut faire 6 pouces en marche simple. Ensuite, vous avez le MF pour marche forcée, donc c'est la distance maximale pour parcourir lors d'une marche forcée pendant un tour de jeu en pouces. Donc là, nous avons un mouvement simple de 6 pouces. Si la figurine veut aller plus vite, mais si elle va plus vite, donc là elle ira à 12 pas, elle pourra faire moins de choses, comme tirer ou charger. Vous ne pourrez pas le faire. Ensuite, vous avez le 10, donc là, le grand Khan a 9 de discipline, 10 pour discipline, donc c'est la mesure de la discipline et sa capacité à rester au combat dans des situations dangereuses. Donc c'est la discipline se fera en jetant 2d6, donc vous prenez 2d et vous les jetez, vous devez faire moins que le chiffre qui est représenté. Donc là, elle a une discipline de 9.
Donc vous avez de grandes chances de réussir, mais bon, vous pouvez toujours sortir un 10, un 11 ou un 12 sur les dés et dans ce cas vous aurez raté votre discipline et cela aura des effets on va dire néfastes en termes de jeu pour vous. Donc si une unité se fait détruire à côté de ce personnage, vous aurez un test de discipline. Si vous perdez un combat, vous allez avoir un jet de discipline, c'est pareil. Voilà, ou par exemple vos unités auront une discipline moindre et votre grand Khan, si c'est votre général d'armée, on reviendra un peu plus tard là-dessus, il donne sa discipline pour booster, on va dire, le choc pour les situations de vos unités qui sont à côté. Ensuite, nous avons le profil défensif. Donc là, ici, vous avez PV, donc 5. Donc les PV, c'est logique, ce sont les points de vie. Donc quand elle aura ces points de vie qui seront tombés à 0, vous retirez la figurine. Voilà. Ensuite, vous avez juste à côté le Def 6. Donc Def, c'est la capacité défensive. Donc ça détermine les chances d'éviter d'être touché au corps à corps. Donc cela, on le verra un petit peu plus tard. C'est par rapport au corps à corps. Quand vous avez une figurine qui vous attaque, la figurine attaquante combattra avec sa capacité offensive et vous aurez votre capacité à vous défendre, donc avec votre capacité défensive. Et donc il y a un tableau qui mixe en fait les deux et vous avez un jet de dés à obtenir pour éviter pour toucher l'adversaire. Ensuite, vous avez juste à côté la résistance. Donc c'est une grande résistance qui permet d'encaisser les coups plus facilement. Donc plus votre résistance est grande, plus vous avez de chances de ne pas être blessé au corps à corps. Donc voilà. Et ensuite, juste à côté, l'armure, donc c'est la protection innée de la figurine. Donc là, elle est à 0 parce que il a que sa peau, mais sur, on va dire, un dragon, vous allez avoir une armure native due aux écailles ou d'autres monstres. Enfin voilà. Donc ici, la plupart du temps, elle se trouve à 0, mais vous avez certaines créatures dans le monde fantastique qui auront quelques armures natives. Et ensuite, donc en offensif, nous avons l'attaque, donc c'est le nombre d'attaques qui peut porter lors d'une manche de corps à corps. Donc c'est quand vous allez être au combat, vous allez avec le Grand Khan porter 5 attaques de base. Donc après vous pouvez booster, avoir plus d'attaques ou moins d'attaques si vous avez des bonus ou des malus. Et ça on y reviendra aussi un peu plus tard dans le jeu. Ensuite, donc, vous avez la capacité offensive, donc ça c'est ce qui détermine les chances de toucher votre adversaire, donc ça se combinera avec la défensive de votre adversaire. Et en fait, plus votre offensive est grande et plus la défensive de votre adversaire est basse, et mieux vous le toucherez, et à contrario, donc si vous avez une faible capacité offensive et lui une grande capacité défensive, vous allez avoir du mal à le toucher. Ensuite, nous avons la force, donc c'est plus la force est élevée, plus elle blesse forcément l'adversaire. Donc une fois que vous avez la touchée, il faut pouvoir la blesser. Donc plus votre force est grande et plus vous allez lui rentrer dans le lard et lui enlever des points de vie. Ensuite, nous avons la PA, donc c'est la pénétration d'armure. Donc plus elle est élevée et plus la protection de votre adversaire sera inefficace, forcément. Et ensuite, nous avons l'agilité. Donc l'agilité, c'est plus l'agilité est grande et plus vous taperez vite. Donc en gros, vous taperez en premier si votre agilité sera plus grande que celle de votre adversaire. A contrario, si votre adversaire a une meilleure agilité, il tapera bien avant vous. Et suivant l'équipement qu'il a, s'il a une grosse arme ou une grosse force, il vous tuera bien avant que vous ayez fait quelque chose. Donc maintenant, avant de passer à une partie, bien sûr, il faut monter son armée. Donc là, nous avons sous les yeux donc, les ogres Khan. Donc c'est une armée qui a beaucoup de grandes figurines, très peu de figurines, mais elles ont beaucoup de points de vie par tête. Elles sont souvent en sous-nombre, elles ont une grande force d'attaque. Par
par contre, elles n'ont que très peu d'armure et elles ont une discipline assez faible. Donc vous allez vous trouver en sous-nombre et vous serez peu armuré. Par contre, quand vous rentrez dans le gras, ça fait quand même plutôt mal. Donc l'organisation de l'armée, donc pour monter une armée, le format standard, donc c'est 4500 points. On peut jouer à 3000 points, enfin le nombre qu'on veut, mais un format standard, c'est 4500 points. Pour monter votre armée, donc vous aurez forcément besoin d'un personnage qui guidera votre armée. Et donc là, nous avons une catégorie donc personnage où vous pourrez maximum utiliser 40% de 4500 points. Donc je n'ai pas en tête le prix que ça va faire, mais c'est en gros 2100 points à quelque chose près. Puisque 4500, 50%, on est à 2250. Donc on devrait être aux alentours de 2100 points ou quelque chose dans le genre. Donc les personnages, vous avez uniquement cette limite à respecter. Après, vous pouvez en prendre n'importe quel nombre s'il n'y a pas de limitation. Donc sur les ogres Khan, nous avons donc sur la catégorie personnage, nous avons le grand Khan, nous avons le Khan, le chaman et pour terminer le chasseur de mammouth. Donc là, vous pouvez équiper vos personnages avec énormément de protection. Nous allons reprendre le grand Khan, ça sera plus simple. Donc vous avez son profil comme on a pu le voir tout à l'heure et les règles de la figurine. Donc une armure légère, il a une toute petite armure et il a quelques règles spéciales. Donc je ne vais pas les détailler là puisque je ne fais pas une review sur les livres d'armée. Par contre, vous avez, si vous avez le temps, les reviews de la chaîne Le Clan Nurgleson ou LCN avec notre ami Brax qui fait les reviews des livres d'armée avec certains joueurs qui les jouent très bien. Donc je vous conseille sa chaîne et vous verrez un peu les spécificités des livres d'armée. Donc ensuite, nous avons certaines options pour équiper votre personnage. Donc vous avez son coup en point ici. Donc là, il a été modifié au crayon puisque ce n'est pas la dernière version du livre que j'ai imprimé. Mais par contre, je suis à jour au niveau des points à l'heure actuelle normalement. Donc je les ai modifiés avec un petit coup de blanco. Donc là, nous avons un grand Khan qui coûte 280 points pour une seule figurine. Et ensuite, donc, nous avons des options. Donc, il faut savoir que les personnages sont les seules habilités à recevoir des équipements magiques, hormis les bannières qui sont accessibles à certaines unités de porte-étendard. Donc, nous avons un grand nom. Donc, ça, c'est une règle spéciale pour les ogres, c'est qu'ils peuvent avoir des boosts sans prendre les points des objets spéciaux de la catégorie juste en dessous. Donc objets spéciaux, on a une limite jusqu'à 200 points. Donc ça peut être des enchantements d'armes pour taper plus fort, plus vite ou faire encore plus mal. Nous avons les enchantements d'armure, donc pour le protéger plus puisqu'il n'a pas d'armure native et il n'a qu'une toute petite armure. Donc la moindre attaque pourrait le blesser assez facilement malgré sa grande résistance. Il vaut mieux pouvoir le protéger un minimum. Ensuite, donc, nous avons certaines options comme l'armure lourde, donc elle remplacera l'armure légère et le protégera un tout petit peu plus pour un coût de 10 points. Ensuite, nous pouvons l'équiper d'armes de tir, donc un seul choix, on ne peut pas prendre les deux armes de tir qui sont à disposition, donc l'arbalète ogre qui touchera sur du 3+, donc il faudra faire un 3, 4, 5, 6 pour pouvoir toucher la cible, mais ça on reviendra plus tard sur la phase de tir au moment des phases de jeu. Pour 5 points, et la paire de pistolets ogre qui touche un peu moins bien et qui coûte un peu plus cher. Par contre, elle a d'autres spécificités qui la rendent un peu plus intéressante. Elle tire moins loin, mais elle tire un petit peu... elle a quelques boosts au corps à corps. Et enfin, donc les armes de corps à corps, c'est pareil, c'est un seul choix comme les armes de tir. Les paires d'armes, les points de fer, l'arme lourde pour différents coups en points. Donc voilà, donc si on cumule tout, votre grand Khan pourrait monter facilement à 600 points une fois bien équipé. Par contre, ça devient une énorme brutasse. Par contre, il faut faire avec la limite des 40%, donc le grand Khan est un des autres choix. C'est suivant sa liste d'armées comment on veut la jouer, puisque nous avons aussi des magiciens, donc on va sauter le Khan qui est en haut
et on va directement voir le chaman qui sera donc lui un magicien. Donc on peut avoir le choix de ne pas jouer de magie, mais c'est quand même vivement conseillé. Il y a énormément de joueurs qui jouent avec des magiciens, c'est quand même plus intéressant, ce qui permet de booster, de maudire ou de tuer des figurines adverses et se donner plus de chances de gagner quand même. Par contre, ça coûte quand même un bon budget. Donc le chaman, c'est exactement comme le grand Khan. Il y a des options. Donc lui, il coûte 180 points pour un socle de 40 par 40, c'est le même. Ses statistiques sont différentes parce que c'est pas forcément un combattant par rapport au grand Khan. Et les différentes options, donc le grand nom, donc c'est pareil, c'est un boost que peut recevoir l'armée. Il peut booster son niveau de magie, donc ça c'est pareil, on reviendra sur la phase de magie un peu plus tard. Là on va vraiment juste voir les prémices de la liste d'armées. Donc voilà, si vous voulez des boosts en magie, il faut payer les coups en points et tout de suite on commence à décoller. Dès qu'on veut le mettre maître magicien, donc il faut rajouter à 195 là-haut, il faut déjà rajouter 225. Donc voilà, nous avons un bon pépère qui déjà coûte 400 points. Et ensuite, c'est pareil, il peut recevoir une armure légère pour 5 points, il peut avoir des objets spéciaux. Donc là, c'est si s'il est apprenti de base ou qu'on le paye adepte, on peut lui prendre que jusqu'à 100 points d'objets magiques. Par contre, si on le met maître magicien, on peut monter jusqu'à 200 points d'objets magiques. Et ensuite, là c'est pareil, les armes de corps à corps, c'est comme le grand Khan, on choisit une seule des options. Et puis voilà. Hop, bien sûr, nous avons ici, comme vous pouvez le voir, on va essayer de se mettre droit. Nous avons un quatrième choix puisqu'on a fait l'impasse sur le grand Khan, mais là le chasseur de mammouth est un peu spécial sur les armées ogres, alors que c'est plutôt standard sur les autres armées. C'est que le chasseur de mammouth, donc outre son coup en points ou son profil, c'est pas ça qui est intéressant, c'est qu'il peut avoir donc une option d'être sur un monstre. Donc voilà, certains personnages peuvent s'équiper, avoir une monture qui les booste grandement, qui les protège aussi. Ils peuvent aller plus vite, ils tapent plus fort forcément. Et donc il faut rajouter le coup en point là-dessus. Et nous avons donc des profils de monstres qui sont quand même assez impressionnants. Après, ils ont aussi des défauts généralement, c'est qu'ils tapent pas très très vite. Ou alors ils sont sensibles à certaines machines de guerre comme un bon coup de canon dans sa tronche et puis le monstre vole en éclats. Par contre, quand il arrive au corps à corps, généralement ça fait des bons gros trous. Une fois que nous avons fini avec les personnages, il va falloir s'équiper avec la catégorie de base. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas un maximum qui est mis, c'est un minimum. Donc la plupart du temps sur les armées, nous avons un minimum de 25%, c'est plutôt le standard dans certaines armées. Il y a certaines armées qui sont un peu moins, comme 20%, ou alors des options qui nous permettent de prendre plus ou moins des choix de base. Mais en gros, c'est ce qui fera l'essentiel de votre armée. Un quart de votre armée sera des unités de base, donc c'est des guerriers, on va dire standards, qui sont pas très forts, pas très faibles non plus. Il y en a, c'est de la chair à canon. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous avons ici que 3 choix d'armées. Certaines armées peuvent en avoir 4, 5, peut-être 6. J'ai pas toutes les armées en tête. Mais après voilà. Alors ici, à contrario des personnages, nous n'avons pas forcément une seule figurine. Mais nous avons un slot, donc pour 155 points, nous avons 3 figurines. Et on peut en ajouter jusqu'à 10 supplémentaires pour 48 points par figurine. Donc si vous voulez en jouer 13, il faudra faire donc 155 pour 3, mais après 10 figurines à 48 points la figurine, donc ça fera 10 fois 48, 480, plus 155, 580, ça fait 635 points pour 13 figurines. Voilà. Et nous avons une limitation, donc c'est 0,4 unités par armée, donc vous ne pouvez pas prendre 5 fois 3 guerriers. Voilà.
ça c'est impossible. Par contre, vous pouvez faire 2 fois 3 figurines, plus 6 figurines à côté, enfin voilà. Ensuite, nous avons des options, donc l'option du point de fer à 10 points par figurine. Donc si vous en avez 13, eh bien, il faudra faire 13 fois 10, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas équiper sur, on va dire, 6 figurines. Vous ne pouvez pas en mettre 3 avec point de fer. C'est les options, c'est obligatoirement toutes les figurines qui seront équipées de l'option que vous voulez mettre. Vous ne pouvez pas en choisir d'en mettre 2 ou une, c'est tout le monde. Ensuite, nous avons l'option d'état-major, donc le champion, le musicien, le porte-étendard. Ça, c'est pareil, nous reviendrons un petit peu plus tard là-dessus sur les options, puisque le champion donne des boosts à l'unité, le musicien, c'est pareil, et le porte-étendard. Donc là, vous pouvez voir, et enchantement d'étendard, c'est qu'il peut avoir une bannière magique et donc mettre des bonus ou des malus aux adversaires. Donc voilà, donc là pour les ogres en base nous avons 3 choix, donc les guerriers tribaux, les fracasseurs et ensuite les ferrailleurs. Voilà. Donc ça c'est ce qui composera 25% de votre armée. Donc comme bon vous semble, vous dépensez ces 25% dans ces unités. Vous pouvez prendre une unité de chaque ou 2, 3, 4, c'est comme vous voulez tant que vous dépensez les 25% minimum de votre liste. Vient ensuite la catégorie spéciale, donc là il n'y a pas de limite, vous dépensez le nombre de points que vous voulez, donc hormis avoir un personnage qui est obligatoire pour être le général de votre armée, plus les 25% obligatoires en points de base, tous vos restes de points, vous pouvez le dépenser dans la catégorie spéciale. Vous n'aurez pas de limite là-dessus. Donc là, généralement, la catégorie spéciale regorge d'énormément d'unités. Donc là, nous en avons 3, 4, 5, 6 unités. Donc voilà, il y a énormément de choix généralement dans les armées. Et généralement, elles sont spécialisées dans certains choix de jeu. Soit c'est fait pour tirer très fort, soit pour aller très vite, soit pour aller encaisser des unités. Enfin voilà, il y a des chaffes, donc ce qu'on appelle des chaffes. On reviendra pareil sur leur principe de jeu. Nous avons ensuite certaines catégories spéciales. Donc ici, ce sont des barils de poudre. Donc c'est spécifique à l'armée, cette catégorie. Et donc vous pouvez voir que c'est maximum 35% de l'armée. Donc ici, nous avons un canon, un jet de ferraille, donc il y a une catapulte et des canonniers. Donc ce sont des ogres équipés de canons à main. Donc voilà. Ici, vous pouvez utiliser maximum 35% de vos points d'unité et ne pas dépasser donc les 4500 bien sûr. Et la dernière catégorie, donc c'est les bêtes asservies. Ici, nous avons maximum 30%. Donc sur cette armée, c'est généralement des gros monstres. Donc là, un auroch de pierre, un mammouth. Vous voyez tout de suite la taille des socles, 100 par 150 mm. Ça commence ce sont les plus gros socles qu'on trouve, mais ce sont des monstres qui peuvent faire des gros trous dans l'armée. Donc voilà. Et nous avons en dernier choix de monstre asservi le géant, donc voilà, qui est le dernier choix là-dessus. Il faut savoir que quand on fait une liste d'armées, on ne doit pas dépasser donc, le format de l'armée. Donc le format standard c'est 4500 points. Votre liste n'est pas valable si vous êtes à 4501 points. Alors, hormis si vous vous mettez d'accord avec votre adversaire, mais généralement ce n'est pas accepté. Ça sera refusé systématiquement en tournoi, bien sûr. Et puis voilà, une fois que vous avez fait votre armée, eh ben, vous pouvez commencer à jouer. Une fois que votre liste d'armées est faite, donc nous avons la mise en place du champ de bataille. Alors, la mise en place du champ de bataille, il peut y avoir, soit vous avez les décors et vous faites une table maison, soit vous pouvez vous référencer sur des tables qui sont déjà préétablies, donc elles vous donnent les décors qu'il faut faire,
Il existe 16 tables qui sont préfaites. Donc les décors sont assez équilibrés et il vous permet aussi d'avoir la table équilibrée par rapport au type de déploiement qui sera fait. Donc là c'est la map 5 et elle a été faite spécialement pour le déploiement colonne en marche, donc marching column là-dessus. Et donc vous pouvez disposer vos décors avec les graduations qui ont été faites en pouces pour disposer les éléments de décor. Donc une fois que vous avez votre décor qui est fait, donc là j'ai fait une table random, voilà. Et ensuite vous avez une mission à établir, à respecter pour gagner la partie, enfin pour au moins avoir plus de chances de gagner la partie. Donc il y a exactement 6 objectifs. Donc le premier objectif, donc généralement on jette un des 6 quand on est en 1 contre 1 chez soi. Quand c'est en tournoi, généralement les scénarios sont préétablis. Donc nous avons le premier scénario, quand vous jetez un des 6, c'est tenez la ligne. Donc c'est à la fin de chaque tour de jeu après le premier, le joueur qui a le plus d'unités capture. Donc l'unité capture, c'est quand vous sélectionnez vos unités. Elles ont un petit drapeau quand vous faites votre liste d'armées. Donc les unités qui ont un petit drapeau, ce sont des unités de capture. Donc le joueur qui a le plus d'unités de capture à 6 pouces au moins du centre du champ de bataille. Donc ici il se trouve environ au muret. Donc ici. Donc celui qui a le plus d'unités de capture après le premier tour de joueur, il remporte un point. À la fin du 6e tour, celui qui a le plus de points remporte le scénario. Ensuite, nous avons le scénario percé. Donc c'est celui qui a le plus d'unités de capture jusqu'à un maximum de 3 à l'intérieur de la zone de déploiement de son adversaire remporte cet objectif. Donc en gros, il faut traverser la map avec des unités de capture pour remporter le scénario. Nous avons ensuite butin de guerre, donc on place 3 marqueurs le long de la ligne médiane du champ de bataille. Et il faut qu'il soit à 1 pouce de tout élément infranchissable. Donc les éléments infranchissables, ce sont généralement les maisons, là comme vous pouvez le voir, hop, voilà, au fond il y a un vortex, donc c'est un élément infranchissable. Donc il faut que ça soit à 1 pouce, à plus d'1 pouce de chaque élément infranchissable. Au début de chaque tour, en fait, si vous avez une unité qui a la règle capture, comme vous pouvez voir mes rhinos qui sont ici, c'est une unité capture. Donc si elle se place en fin de tour dessus, à mon prochain tour, je peux prendre le butin de guerre et me barrer avec. Et en fait, il y en a 3 sur la table. Celui qui a le plus de pions de butin de guerre remporte le scénario. Ensuite, nous avons le scénario 4 qui est le roi de la colline. Donc on doit choisir un élément de décor qui n'est pas dans sa zone de déploiement. Donc on reviendra sur les zones de déploiement après. Celui qui a une unité capture dedans remporte le scénario, bien sûr si l'adversaire n'a pas aussi capturé cet élément de décor. Donc ça peut être une forêt, un muret, un lac, une colline, voilà, ou un terrain infranchissable il me semble. Donc si on a une unité capture là-dedans, on remporte le scénario si l'adversaire ne l'a pas. Ensuite nous avons le scénario numéro 5, donc qui est capturer les étendards. Donc c'est une unité, en fait on doit détruire le plus d'unités capture que son adversaire. Donc voilà, là c'est vraiment pour aller défoncer de la figurine. Donc il faut en poutrer le plus possible, enfin plus que son adversaire, et on remporte le scénario. Et enfin, sécuriser la cible. Donc chaque joueur place un pion. Donc ils ont une distance à respecter, on ne peut pas les mettre n'importe où.
Et en fait, il faut aller choper les... Il faut contrôler donc ces pions qui seront disposés avec des unités capture évidemment. Ensuite, donc une fois qu'on veut commencer la bataille, il faut donc déployer son armée et on ne met pas les figurines n'importe où, il faut les mettre à certains endroits. Donc nous avons des types de déploiement, il en existe 6 également comme les objectifs secondaires, donc les missions. Et donc on jette un des 6 et on se déploie de la façon qui est décrite dans le livre de règles, donc pages 37 et 38. Je ne vais pas tous les détailler, il y en a qui sont quand même assez spécifiques. Donc nous avons pour le plus facile le choc frontal, donc ça le rectangle représente la table. Et en fait nous avons la moitié du champ de bataille qui est en pointillé et à 12 pas. Nous avons 12 pas d'un côté et 12 pas de l'autre qui représentent le No Man's Land, donc aucune unité ne pourra être déployée ici hormis certains déploiements spéciaux type éclaireur ou avant-garde avant de commencer la partie. Vous pouvez vous déployer, donc disposer votre armée uniquement dans les zones qui sont en vert foncé. Et donc, il y a plusieurs types de déploiements spécifiques qui sont vraiment alambiqués pour certains et qui demandent quand même pas mal de stratégie, notamment pour le 6 colonne en marche, donc comme la carte que nous avons vue, la map 5, donc qui permet en fait de déployer une unité soit d'un bord soit de l'autre et la prochaine unité ne pourra pas être plus de ce côté ou de ce côté. Donc là, vous pouvez voir le 1. Ici, si la première est mise là, la 2 ne pourra pas être mise dans ce côté-là et doit être forcément à gauche de l'unité numéro 1, la 3, la 4 et ainsi de suite. Vous ne pourrez plus en mettre de ce côté-là, c'est pareil, la 3 ne pourra pas se placer entre la 1 et la 2. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de tactique au niveau de ce déploiement. Ensuite, une fois que les zones de déploiement ont été faites et que l'objectif secondaire a été déterminé, nous avons la sélection des sorts. Donc, si nous avons choisi des magiciens dans notre armée, donc le chaman pour les ogres, ou ça peut être d'autres unités chez les elfes, ou chez les morts-vivants, les vampires, enfin voilà. Il y a énormément de magiciens qui ont des sorts à sélectionner, donc il faudra le faire une fois qu'on aura choisi sa zone de déploiement. Donc il faudra sélectionner ses sorts. Donc il existe 3 types de magiciens. Donc l'apprenti magicien qui connaît qu'un seul sort. Et il peut choisir que le sort numéro 1 de la voie qu'il a choisi. Donc il y a 10 domaines de magie et chaque magicien en fait connaît un ou plusieurs domaines de magie et donc l'apprenti ne connaîtra que le sort 1 du domaine que vous avez choisi ou le sort héréditaire, donc c'est un sort spécifique qui a été créé pour l'armée que vous avez sélectionnée. Ensuite nous avons l'adepte magicien qui connaît 2 sorts et qui peut choisir les sorts 1, 2, 3 ou 4 de la voie choisie ou le sort héréditaire, donc le sort spécifique de l'armée. Vous n'avez pas... il y a 6 sorts dans chaque domaine de magie, donc l'adepte ne pourra choisir que le sort 1, 2, 3 ou 4. Et le maître magicien, donc qui est le magicien le plus puissant, qui connaîtra donc 4 sorts et il pourra choisir 4 sorts sur 6 du domaine choisi ou le sort héréditaire comme il veut. Donc il peut choisir le sort 1, 2, 5, 6 ou 1, 2, 3 et le sort héréditaire. Voilà, tant qu'il connaît 4 sorts, il n'a aucune limite là-dessus. C'est ce qui fait sa puissance. Donc voilà pour les bases, vraiment les principes généraux de 9e âge. Prochaine vidéo qui sortira, j'espère, sous peu, vu que j'ai un peu de temps devant moi. Donc nous allons, une fois qu'on a sélectionné donc, son armée, qu'on a fait sa liste d'armées, qu'on a généré le type de déploiement et le scénario secondaire ainsi que sélectionner ses sorts, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la première phase, on va dire, pas de jeu, mais les prémices du jeu encore,
qui est donc la phase de déploiement. Et donc pour cela, je ferai une vidéo spécifique. Voilà pour les principes. Autre point que j'ai oublié, c'est que vous pouvez avoir besoin de petits pions pour marquer les points de vie des figurines. Donc cela sert, on va prendre ce démon, généralement il a beaucoup de points de vie, il doit en avoir 5 ou 6. Si jamais il se prend des tirs et qu'il perd un point de vie, il est important soit de mettre une petite croquette comme ça, ou alors un dé pour spécifier le nombre de points de vie qu'il a, ou les points de vie qui lui restent. Ça dépend en fait comment vous comptez. Moi je sais que j'aime bien, si je mets des pions, c'est le nombre de points de vie qu'il a pris. Par contre, si c'est un dé que je mets, généralement je mets le nombre de points de vie qui lui reste. Donc voilà, je peux lui dire qu'il lui reste que 2 points de vie. Voilà, ça dépend vraiment comment je compte ça. Et aussi, on peut avoir des effets bonus ou malus. Donc moi je sais que j'ai des pions comme ça ici qui viennent de Games Workshop. Donc c'est pareil, c'est des anciens pions. Donc je sais que si ma figurine a une amélioration, voilà, je mets ce type de pion. Si elle est maudite, voilà, je mets le crâne. Donc c'est des pièces réversibles. Donc après vous pouvez créer vos pions. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir en mettre. Ou alors vu que je joue des nains et qu'il n'y a pas de carte de magie, voilà, j'ai pris des socles et j'ai fait des petites runes dessus. Comme ça je sais que si un sort est passé, je sais quel sort est passé sur chaque unité. Et voilà, donc aussi le pointeur laser qui est quand même assez important pour voir les lignes de vue, sauf que je viens de l'égarer comme un blanc. Je ne sais pas, voilà, je l'ai mis, donc c'est voilà, le pointeur laser. C'est quand même assez important pour tracer des lignes de vue sur toute la table, voir les figurines, ce qu'elles voient ou ce qu'elles ne voient pas. Donc voilà, ça généralement ce sont des accessoires assez indispensables. Après, pas besoin de s'équiper tout d'un coup, il faut noter sur une feuille ou des trucs comme ça. Quand on débute, généralement on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Et on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu pour les prémices de 9e âge. J'espère que ça va aider certains débutants et puis j'espère quand même pouvoir avancer assez vite sur différentes phases de jeu pour apprendre, on va dire, aux plus débutants à jouer. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!